Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre. Alors vous allez pouvoir dire que c'est en Haute-Garonne qu'on fabrique le pastis, mais aussi le gin et le whisky. Gilles Victors a ouvert une distillerie dans le Frontonnet, à Vacquier. Strobail, c'est son nom, sonne anglais certes, mais la production, vous allez comprendre, est 100% locale. À consommer toutefois avec modération. Bonjour Gilles Victors. Bonjour. Une distillerie en Haute-Garonne, c'était pas banal, on l'avoue. Oui, c'est clair que c'est pas forcément ce à quoi on pourrait s'attendre. Oui. Exactement. Mais on sent que votre histoire va nous passionner. Alors Gilles, quand êtes-vous tombé dans le whisky ? Il y a une bonne douzaine d'années. En fait, comme beaucoup de personnes, j'étais persuadé que le whisky, c'était quelque chose que j'associais plus facilement à des spiritueux de boîte de nuit, à mélanger, à mélanger avec beaucoup de coca. Voilà. Mais j'ai eu une bascule un jour grâce à une personne qui s'est un petit peu moqué de moi en disant non, c'est pas ça le whisky, je vous ferai goûter un jour un vrai whisky. Ce qu'il a fait, c'était un Springbank 18 ans d'âge et ça a un petit peu changé ma vision du whisky. Donc c'est quelque part le premier pas que j'ai fait dans les spiritueux de bonne qualité. Voilà, c'est ça, exactement. Haut de gamme, on va dire. Hein. Mais vous étiez coutelier d'art, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la distillation. C'est un autre métier. Même. Pas du tout. J'étais coutelier d'art pendant 15 ans. Donc ça a été mon métier à plein temps qui m'a permis de voyager aussi beaucoup, mais aussi de profiter par le biais de mes voyages de visites de distilleries et puis de prendre connaissance de pas mal de spiritueux autour du monde. Ouais, voilà. Et vous avez dit à un moment, ça y est, je sais ce que je veux faire, ouvrir une distillerie, c'est ça ? C'est une bascule. Cette bascule, elle est liée à des questions qu'on se pose sur l'avenir d'un métier qui est quand même un petit peu complexe dans le sens où les collectionneurs que j'avais étaient des collectionneurs qui étaient relativement âgés dans ce qu'on appelle le hard knife, les couteaux custom. Et techniquement, je me suis dit, waouh, si j'arrive à aller jusqu'à la retraite comme ça, ça risque d'être complexe. Donc la question se pose et immédiatement, je me dis, mais c'est quoi ? Mon autre passion, c'est le whisky. Pourquoi j'essaierais pas d'en faire ? Donc là, on se pose la question. Immédiatement, on se dit non, le step est tellement important au niveau financier pour monter une distillerie, parce que je voulais pas monter une cave. Moi, je voulais fabriquer le whisky. On brûle de suite la feuille. On se dit non, c'est pas possible. Mais c'est quelque part déjà trop tard, parce qu'en fait, on a déjà semé une graine et la graine, elle peut que germer. Donc voilà, on trouve les solutions et on se donne les moyens de monter le projet. Alors, comment vous êtes devenu chef d'entreprise, puisque c'est le cas aujourd'hui ? Comment vous vous êtes lancé ? Vous avez fait une formation ? Vous avez fait un nouveau tour des distilleries dans le monde ? Oui, j'avais la chance déjà d'avoir quelque part des bonnes bases, ne serait-ce que par la dégustation ou par le biais des masterclass auxquels je participais par plaisir, pleinement par plaisir. Quelques distilleries aussi en Écosse en particulier que j'étais déjà allé voir, que je connaissais un petit peu. Donc effectivement, il y a eu un double objectif. Je gérais déjà ma propre entreprise pour la coutellerie, donc c'était pas quelque chose qui était totalement étranger au niveau gestion. Ceci étant, oui, j'ai eu la chance quelque part de rentrer dans des distilleries écossaises pour me former techniquement et aussi de rentrer dans un deuxième lieu qui est assez méconnu et dont on devrait parler plus souvent. C'est l'université des eaux de vie qui est à côté de Cognac, à Segonzac, qui fait un super boulot et qui a mis en place des process de formation. D'accord. Donc ça vous a bien aidé, ça vous a mis le pied à l'étrier. Mais ensuite, il a fallu être suivi par les banquiers, parce que j'imagine qu'en termes d'investissement, des alambics, ça coûte cher. Alors, les alambics coûtent cher, la fûtée coûte cher, la totalité de l'outillage coûte cher. Faire une création ex nihilo en France, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Il vaut mieux effectivement aller voir un banquier en disant voilà, j'ai un projet pour reprendre une entreprise, voilà les 3 derniers bilans, que de venir en disant j'ai une super idée, vous n'allez pas y croire, on va monter une distillerie. Ah bon, vous voulez monter une brasserie, faire de la bière ? Non, nous on veut distiller les alcools. Mais monsieur, c'est interdit en France. Non, c'est pas interdit. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, c'était un joli parcours. Et vous avez réussi ? On a réussi.
On peut aussi quelque part mettre en avant le fait que c'est l'importance de l'interlocuteur, dans le sens où des banquiers, j'en ai vu un bon paquet. J'ai fait 28 demandes de financement, donc on peut dire que c'est quand même plutôt pas mal. Il y a une conseillère qui a été véritablement à l'écoute, peut-être aussi du fait qu'elle a dans sa famille des gens qui sont dans le vin, donc elle avait une écoute un petit peu différente. Et je pense aussi qu'elle s'est un peu battue pour le projet. Ouais. Alors vous faites du whisky, vous faites du pastis aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que les Marseillais ont des soucis à se faire? Je sais pas si on c'est veut dire ça. de Haute-Garonne. Je peux pas lutter contre les grandes entreprises de pastis typiquement marseillaises, même si quelque part c'est toujours marrant quand on a des Marseillais qui voient le pastis de la Ville Rose en disant waouh, mais c'est chez nous, pourquoi vous faites un pastis ici? J'aime bien leur rappeler quand même que l'histoire du pastis ça remonte plutôt vers le Jura avec les anis de Pontarlier et que Marseille c'est arrivé un petit peu en deuxième, mais ceci étant, on a tous des spécificités. Moi, j'ai choisi de faire un pastis par infusion lente. Il me faut un peu plus de 3 mois pour faire une cuvée. Donc, j'ai pas tout à fait les mêmes process. On est en bio, on travaille par plante, donc chaque plante est infusée à l'unité, donc c'est des choses qui prennent du temps. On cherche vraiment un pastis de dégustation, on n'est pas non plus dans ce que je pourrais appeler la grosse cavalerie, pas péjorativement, mais juste dans le sens où haut de gamme, on est sur un produit haut de gamme et on n'a pas une capacité, une force de frappe qui nous permettrait de faire des cuvées de je ne sais combien de millions de litres. Tout à fait, vous êtes distribué chez les cavistes. On est chez les cavistes, on est dans certaines épiceries fines, on a la chance aussi d'avoir des restaurants gastronomiques qui nous suivent, quelques restaurants étoilés. J'espère qu'on en aura de plus en plus aussi. Mais on n'a pas à se plaindre. On est très content en fait de la mise en place du réseau sur le département. Là, c'est vraiment sympathique. Alors, on parlait tout à l'heure de législation, de distillerie en France. Effectivement, c'est interdit. Qu'est-ce qui fait que vous, en fait, vous pouvez défendre le projet et vous pouvez distiller? Par le biais du parcours que j'ai fait à l'Université des Eaux-de-Vie, je suis parti me former justement sur la création d'une distillerie. Donc la part réglementaire est importante. Donc monter un projet comme ça, partir la fleur au fusil, c'est la catastrophe assurée. Donc il faut déjà que le business plan soit assez solide, mais il faut aussi avoir les compétences réglementaires. C'est une entreprise et un commerce sous contrôle de douane. Ça veut dire qu'il faut monter un dossier auprès des douaniers. Il faut montrer patte blanche et expliquer exactement comment ça va se passer, comment on va gérer la comptabilité matière, comment on a le suivi en fait de la production des alcools. Les alcools sont taxés en France, donc bien évidemment l'État est là aussi pour vérifier que on déclare bien tout ce qui est fait et qu'on a le bon process pour avoir cette clarté, cette visibilité. Donc sans formation, c'est un peu délicat. C'est difficile, tout à fait. Alors c'est du local, on disait la matière première vient essentiellement de la région autour de Vaquier. Pour les whiskies, on travaille avec des orges bio, locales, qui sont aussi maltées localement. Donc on travaille sur des orges qui poussent dans les 50 à 60 km autour de la distillerie. Elles sont maltées localement. Aujourd'hui, on travaille avec la malterie du Vieux Silo, qui est à Salvagnac. Et derrière, nous, on récupère cette orge qui a été maltée et on va la travailler à partir de là à la distillerie de façon totale. C'est-à-dire qu'on a les moulins à malt, on va préparer notre mouture, c'est-à-dire la façon dont le grain va être concassé. On va travailler le brassage, l'équivalent, je dis l'équivalent d'une bière parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais dans les process, il y a beaucoup de similitudes. Donc on va faire un brassage, ces brassins vont partir en fermentation avec des levures qu'on a sélectionnées, on va distiller 2 fois, et ensuite on va mettre en fût pour un vieillissement de 3 ans minimum pour avoir l'appellation whisky. D'accord, 3 ans, effectivement. 3 ans que vous gardez chez vous. Exactement. D'accord, vous faites vieillir donc... On fait vieillir sous bois, on a un chai en botte de paille, ce qui est aussi assez d'où l'appellation straw bale. Exactement. Donc effectivement, on fait tout sur place. Le but du jeu, c'est ça, c'est d'avoir de la transparence, de prendre le temps d'expliquer aux gens comment on travaille, mais nous on joue carte sur table, y compris quand on parle du pastis, parce que le pastis, souvent on me dit mais le pastis tout n'est pas local. Effectivement, l'anis étoilé qu'on utilise, la badiane,
pousse en Asie. Ouais, Je n'ai pas le choix. C'est des contraintes climatiques. Si je pouvais acclimater une espèce et la faire revenir et la faire pousser je comprends. chez moi, je le ferais. Mais là, c'est pas possible. Ça marchera pas. Non. C'est aussi une belle opportunité pour les agriculteurs qui sont proches de chez vous. Alors, je ne sais pas si je représente une grande débouchée pour eux. Oui. Techniquement, aujourd'hui, je travaille avec l'équivalent de 35 tonnes d'orge à l'année. Oui, c'est sûr. C'est pas ce qui pourrait leur permettre c'est effectivement pas, voilà, de dégager des revenus. Je souhaite, suffisants. mais aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. En revanche, on a mis en place quelque chose avec Marc Pénavert, Château Plaisance, Ouais. qui est mon voisin. Clairement, il est à 1 km et quelques de chez moi. Et on a mis en place quelque chose avec lui. Il a des terrains qu'il a mis en conversion et il nous reste encore 2 ans d'attente et on va pouvoir faire pousser l'orge bio sur Vaquier même. Donc ça, c'est un petit pari Bien aussi sûr, bien d'aller sûr. travailler encore plus localement et de pousser jusqu'au maximum en faisant vieillir nos whiskies dans certains ex-fûts de Château Plaisance, Ah oui, dans d'accord. des ex-fûts de vin, de très belles futées, donc Ouais. des chênes français très qualitatifs. Où ça va Voilà. avoir effectivement une saveur un peu particulière. Ça devrait bien marcher et ça me met vraiment du baume au cœur de savoir qu'on va pouvoir travailler un vieillissement dans des ex-fûts de vin de négrette. Et la négrette, c'est vraiment un cépage très local, donc Tout à fait. ça me Tout à plaît fait. aussi. Et unique au monde. Assez unique, oui, ça on peut le dire. On reste avec vous, vous restez avec nous. Et on le répète, à consommer. Avec modération. À tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et le goût du pastis, du gin et du whisky. Bonjour Jean-Marc Fontaine. Bonjour Doris. Nous sommes en compagnie de Gilles Victors qui a ouvert une distillerie dans le Frontonais, c'est à Vaquier. Elle s'appelle Strawbale, un nom anglais, on le disait il y a quelques instants, un ballot de paille. Jean-Marc Fontaine, est-ce que ça vous inspire? Ah, tout à fait, tout à fait. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, installer une distillerie dans un pays vinicole, est-ce que c'est pas une gageure finalement? Moi, je pense que c'est quelque chose qui est tellement logique que je me demande pourquoi on ne l'a pas fait avant. Dans le sens où on a une histoire phénoménale autour des spiritueux. Première eau de vie en France, c'est l'Armagnac, historiquement. On a aussi le cognac, des eaux de vie de fruits. On a énormément de vin, donc aussi des tonneliers de talent. Donc si on fait le calcul, on a une superbe céréale, on a des orges fantastiques. On fait partie des 3 plus grands groupes de malterie au monde. Donc pourquoi on n'a pas fait du whisky avant? En fait, c'est ce qu'on peut se poser comme question. Mais si on remonte un petit peu en arrière, le whisky n'était pas aussi connu et aussi consommé. Des proches disaient il y a pas mal de temps, le whisky, c'est le cognac du con. Donc moi, ça me faisait toujours rire. Mais dans l'absolu, oui, on ne s'intéressait pas du tout au whisky. On s'intéressait au cognac. Alors, pourquoi Strawbale et pas botte de paille, knife maker et pas le coutelier? Est-ce que pour être crédible en matière de gin ou de whisky, il faut forcément une appellation anglo-saxonne? Je pense pas, c'est vraiment un choix personnel. En fait, quand on a regardé pour la distillerie, moi je voulais vraiment mettre en avant le mode constructif de toute la distillerie Duché, construit en botte de paille. Et je m'étais dit, waouh, mettons-le en avant. Et là, on se dit, on va mettre, tiens, distillerie de paille. Et puis, ça a un côté très homme de paille. Donc, j'aimais pas du tout ça. Et je me dis, bon, il faut qu'on trouve autre chose. Et à l'époque, en 2006, quand j'ai construit ma maison avec mon épouse, on l'a fait en autoconstruction. À l'époque, c'était très, très, très peu connu. Et les livres étaient toujours des livres en anglais. Et c'était Strawbale. Donc, je trouvais que c'était sympa. J'ai dit, tiens, on va le garder. Oui, parce que votre maison est construite avec de la paille. Et pareil, voilà, construite en botte de paille. C'est vraiment une conviction. Nous, c'est des modes constructifs écologiques qui sont extrêmement intéressants au niveau de l'isolation, au niveau du confort. Donc, pour un chai, qu'on essaye au maximum d'avoir sur une température la plus linéaire possible. La botte de paille, je me suis dit, c'est juste parfait, quoi. Donc on va rester là-dedans et travailler avec des bottes de paille qui venaient de moins de 2 km du chantier, c'était quand même plutôt sympathique. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Alors il y a un phénomène aussi qui est intéressant, qui vous concerne forcément, c'est le no-tourisme. Dans le Frontonais, on sait que le no-tourisme est en pleine expansion. Pour vous aussi, c'est une porte d'entrée?
Je pense que ça peut avoir un véritable intérêt du fait de la transparence justement et du fait de vouloir aussi on peut expliquer visiter, et communiquer. Chez vous, hein. Dans quelques semaines, on va pouvoir visiter. Donc là, tout est prêt pour accueillir les gens. Il nous reste 2-3 micro-détails pour être ouvert au public. Mais oui, c'est réellement important pour nous. Parce que les gens ont aussi besoin de voir. Aujourd'hui, les gens s'intéressent à comment les produits sont faits, quelle est la transparence, qu'est-ce que c'est que cette quantité de je ne sais quoi à la fin de la liste des ingrédients. Donc, du coup, nous, on part du principe que voilà, on est en bio, on est transparent, on explique comment on fait, on explique que non, on ne met pas d'arôme artificiel, non, on ne met pas de caramel 150 pour colorer et donner du punch au niveau des couleurs de whisky ou autre. Donc voilà. La visibilité, c'est hyper important. Jean-Marc, une autre question. Alors, d'où vient votre matériel de distillation? Est-ce que vous êtes allé chercher en Écosse ou en Angleterre? Ou bien est-ce que vous avez fait appel à des artisans? Je pense par exemple il y a un certain nombre de dinandiers encore à Durfort. Est-ce que ça vient de là? Alors, mon parcours en Écosse, moi, fait que je reste résolument scottish dans la fabrication du whisky. Donc c'était une évidence pour moi d'avoir des alambics qui prenaient les formes traditionnelles de la distillation du whisky écossais, donc distillation fractionnée. C'est des alambics que j'ai dessinés moi-même par rapport à ce que j'ai pu rencontrer et des outils sur lesquels j'ai pu travailler en Écosse. En revanche, pour la fabrication, ça me plaisait vraiment de bosser avec du français. Donc, j'ai fait le tour de pas mal de chaudronniers et dinandiers. C'est pas à Durfort que j'ai trouvé, c'est à Cognac. D'accord. Parce qu'à Cognac, il y a une telle histoire autour des spiritueux que on l'appelle pas la Spirit Valley pour rien. Vous pouvez trouver autant des fabricants de bouteilles, de bouchons, tous les packaging, mais aussi des artisans très qualifiés pour la chaudronnerie. Donc voilà, je les ai challengés. Tous n'ont pas dit oui, mais il y en a un qui a trouvé le challenge assez intéressant. Donc on a mis un petit peu de temps à se mettre d'accord sur les spécificités de cet outillage. Et puis après, on a démarré. Mais il a fallu attendre un peu plus d'1 an et demi pour que ça soit fait. Alors on est très curieux, on aimerait savoir comment vous fabriquez le whisky. Alors vous allez nous faire une petite visite guidée de la distillerie en version courte, à partir de la plante jusqu'à la bouteille. D'accord. On travaille avec une orge. Cette orge, en fin de compte, il faut la malter. C'est-à-dire que l'orge elle-même, les sucres ne sont pas accessibles. Pour produire un alcool, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire fermenter un sucre avec des levures. Donc on va faire croire à la plante qu'il est temps de germer. Donc cette graine, on la plonge dans l'eau, on la sort, on commence à la faire germer. Et dès qu'elle commence à germer, quelque part, elle rend des sucres plus accessibles. Donc on va stopper cette germination par le biais de la chaleur, donc un souffle d'air chaud, ou ces fameux kilns écossais où on met de la tourbe, ce qui permet d'avoir des phénols déposés sur les grains. C'est ce qui fait l'origine des whiskies tourbés. Et ce grain qui a été malté, maintenant on va pouvoir le travailler. Les brasseurs font de même. Donc on va prendre ce grain, on va le concasser avec une granulométrie particulière qui est propre à chaque distillerie. Toujours persuadé d'avoir la meilleure granulométrie, donc ça c'est toujours sympa, mais derrière on va prendre ce grain concassé, le mélanger avec des eaux chaudes à température différente et faire l'équivalent d'une infusion. D'accord. C'est une infusion alors. C'est comme une infusion et on va tirer en fait un jus très sucré et ce jus très sucré va être renvoyé dans des grandes cuves qu'on appelle des washbacks où on met des levures, ça fermente et on obtient un wash qui est l'équivalent d'une bière qui titre dans les 7 degrés d'alcool. Ce wash va être distillé 2 fois. Une première fois dans un wash still qui permet d'obtenir un alcool à 25 degrés qu'on appelle les low wine ou le brouillis. Et une deuxième fois, on va redistiller pour obtenir un new make qui va lui titrer dans les 68-70 degrés. Et c'est ce new make qui est en fait le futur whisky. Comme vous avez le rhum blanc et le rhum vieux, vous allez avoir le new make qui est en fait l'alcool de whisky blanc, l'eau de vie de malt, qui va être légèrement réduite et mise en fût pour 3 ans. Et au bout de 3 ans et 1 jour, vous avez l'appellation whisky. D'accord, voilà, parfait. En fait, c'est juste des plantes et de l'eau, si on a bien compris. C'est ça, presque médicinal. Jean-Marc, une autre question. En vous écoutant, on peut imaginer qu'un tel savoir-faire, ça se développe sur des décennies. Oui.
Or, vous savez bien qu'on est dans la société de l'immédiateté. Alors, comment pouvez-vous développer un savoir-faire qui vous permette de satisfaire ici, maintenant, les exigences de vos clients ou les attentes de vos clients? C'est extrêmement complexe. En fin de compte, le premier barrage, ça a été d'expliquer ça au banquier, qui lui cherche aussi quelque part une rentabilité et des sécurités sur les remboursements. On travaille sur du long terme. Fabriquer du whisky, monter une distillerie, c'est une belle école de patience et c'est aussi une belle école d'humilité, dans le sens où en face de nous, et moi dans mon parcours en Écosse, j'ai travaillé dans des distilleries qui ont une histoire colossale. Donc du coup, je démarre avec beaucoup d'humilité mon travail, en sachant que effectivement, je suis nouveau dans ce métier-là. Donc je ne connais pas encore tout le potentiel de mes eaux de vie et il va falloir du temps. Ceci étant, il faut toujours différencier le vieillissement du stockage. Beaucoup de distilleries, historiquement, en particulier à l'étranger, faisaient du stockage. C'est-à-dire comment faire pour stocker des eaux de vie dans des fûts pas chers, en se disant comme ça, tranquille, on laisse nos eaux de vie vieillir. À Cognac, les vieillissements sont beaucoup plus dynamiques, avec des vieillissements très très réfléchis, où on va utiliser le potentiel d'une fûtée extrêmement qualitative et qui permet aussi de réduire du coup la durée de vieillissement. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir des whiskies relativement jeunes, mais qui ont une qualité gustative assez exceptionnelle. Tout dépend des orientations que vous avez et des investissements que vous faites. Voilà. Donc on peut faire plus court et tout aussi bon, mais ça a un coût. Jean-Marc, une dernière question. Alors, on le sait bien, ce qui est important, au-delà de l'aspect gustatif du produit, c'est la convivialité qu'elle permet de créer. Hein. Un produit n'est jamais aussi savoureux que quand il est partagé. Au-delà de la fabrication, de la vente, souhaitez-vous aussi prendre part à ce partage de convivialité? En d'autres termes, avez-vous aussi pour objectif d'avoir des lieux de dégustation, finalement, des espèces de... comme les bars à vin, des bars à whisky ou des bars à gin Les bars à whisky, les bars à gin, ça existe, hein, même s'ils sont assez peu connus actuellement. On en trouve beaucoup plus facilement sur Paris que par chez nous, et on en trouve encore plus quand on est en Écosse ou quand on est en Espagne, où les gins sont extrêmement faciles à trouver, avec des très belles cartes. Donc bien évidemment que ça m'intéresse. Nous les premiers, on met toujours en place des dégustations, de l'échange. Je me déplace aussi chez certains des cavistes qui défendent nos produits pour faire justement des petites animations et expliquer, parce que les gens ont aussi l'envie de rencontrer les personnes qui sont derrière les spiritueux, le whisky, le gin, le pastis. Donc du coup, c'est une évidence. Voilà. Moi, j'associe véritablement les spiritueux premium à la convivialité. C'est pas un alcool qu'on boit un petit peu caché en solo. C'est vraiment une notion de partage. Donc moi, et une culture, en fait, la culture whisky, gin ou pastis. Oui, exactement. Hein, c'est ça. Oui. Que vous essayez de mettre en avant. On peut aller vous voir, donc vous nous l'avez dit, hein, ce sera prêt dans quelques semaines. Dans quelques semaines, voilà. quelques jours. Vous nous rappelez l'adresse de votre site internet? Alors, c'est strobaledistillery@gmail.com. Et c'est tout près de Vaquier, c'est dans le Frontonnais. Voilà, exactement. Notre site internet, il est assez facile à trouver dès que vous tapez Strobale. Voilà. Déjà, ça va ressortir. Et on vous demande bien sûr si vous avez plus de 18 ans. Exactement. Merci Gilles, merci Jean-Marc Fontaine. Merci. N'hésitez pas à nous écrire comme vous le faites de plus en plus nombreux, entreprendre@radioprésence.com.